Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Le Café des experts économiques est de retour ce mardi, un mardi sur deux, pour l'avant-dernier numéro de la saison, puisque on arrêtera, on fera un break à la fin de ce mois de juillet. On a la même Dream Team que il y a 15 jours. On va rejouer le même match avec, j'espère, un bien meilleur résultat que la dernière fois. Je ne sais même pas quel score on a fait sur YouTube. Bonjour Nassim, merci de nous avoir rejoints. Économique, hein, voilà, spécialiste notamment des investissements et des fonds d'investissement. Ali Harbi, bonjour, consultant, marhaba bik. Reda Amrani, bonjour, consultant, marhaba bik. Alors, nous sommes peut-être pas exemplaires parce que nous ne portons pas de masque dans un studio qui n'est pas très grand, mais je dois dire à tout le monde que nous quatre, nous sommes doublement vaccinés. Être vacciné, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter le masque, mais on peut se permettre de le faire aujourd'hui à 4 parce qu'il y a beaucoup moins de risques. Et donc la recommandation, évidemment, c'est pour tous ceux qui le peuvent d'aller se faire vacciner. La situation est très sérieuse et c'est d'ailleurs la en ce début de semaine. On a eu droit à des petites mesures. Est-ce que le gouvernement a manqué de courage? Je ne pense pas qu'il ait manqué de courage. La réalité économique et sociale est très pénible. S'il prenait encore des mesures encore plus dures de freinage, de reconfinement, l'économie s'effondrerait encore plus. Mais quand on voit ce qui se passe en Tunisie, et on a des échos extrêmement préoccupants de ce qui se passe en Tunisie, on les évoquait juste avant là. Le plan économique, ils le payent très cher, ils l'ont payé très cher. Nous, on n'a rien ouvert, les frontières sont restées fermées. Je pense qu'il ne faut pas trop en faire, il faut vivre avec. Moi, je continue à dire... Oui, mais le risque, c'est quand même vivre avec, sauf si on ne se retrouve pas dans un couloir d'hôpital à attendre un concentrateur d'oxygène. Il faut accepter. Et ça c'est déjà arrivé en Algérie. Oui. On s'appelle Biskra. Oui, il faut accepter ça. On s'appelle l'hôpital Biskra, ce qui est arrivé. Il faut accepter ces risques. On est en situation de guerre. C'est comme si on vivait en pleine guerre. Il faut que l'économie continue. Il faut que l'Algérie continue de fonctionner. On ne peut pas arrêter l'économie parce que les gens n'ont plus de pouvoir d'achat. L'économie s'arrête. Et donc, il faut faire un juste équilibre entre les deux, gérer la pandémie. Le juste équilibre, ce serait quoi, Ali et Nassim? Moi, je dirais que l'étape, je pense. Déjà, je pense que si on commence à faire respecter les premiers gestes barrières déjà, le port du masque, on voit aujourd'hui dans les magasins, on voit une affiche port du masque obligatoire et le vendeur lui-même ne porte pas de masque. Je pense qu'il y a cette première étape déjà. On pourra arriver au confinement, ça c'est une chose, parce que je pense que la santé publique est quand même prioritaire, malgré tout, sur l'économie. Mais avant d'arriver là, je pense qu'il faut déjà faire respecter les premières mesures barrières déjà. Ce serait une bonne chose. Alors, on n'est peut-être pas dans la situation déjà commencer à faire respecter déjà les gestes barrières. Et puis bon, on voit aujourd'hui les restaurants sont pleins. On peut laisser tout ça ouvert aujourd'hui avec, en tout cas, une première étape de pouvoir un minimum de respect de gestes barrières aujourd'hui. Ça va, on est cool. On est cool. J'ai vu que le gouvernement, là, dans le communiqué qu'il a sorti, je ne sais pas d'ailleurs si c'est juste le Premier ministère, je pense que le gouvernement n'était pas encore... le mot vaccination n'intervient que dans le gouvernement, et je pense qu'à juste titre, mais toute la société actuellement est en train de se dire que l'angle d'attaque, c'est le comportement individuel. Donc il faut vraiment que les gens prennent conscience. Si on plaque un confinement alors que les gens ne sont pas conscients, on va avoir des réactions négatives. On va avoir des phénomènes de résistance, comme on a déjà subi par le passé un confinement qui a été un échec. Donc l'année passée, le confinement était un échec. Il a quand même réduit il a réduit, mais c'était un échec. On ne peut pas lier ça, la courbe elle est retombée. Il n'a pas réduit autant qu'il aurait dû le réduire. Oui. On a non, strictement rien donné. On a eu juillet, août, c'était redescendu, ensuite c'est remonté en octobre, novembre. Donc ça veut dire que ça n'a servi à rien. De ce point de vue-là, il faut que le focus doit être donné sur le comportement individuel. Distanciation, masque, hygiène et vaccination. Donc je crois que si on va sur ce paquet-là,
on va s'en sortir. C'est la prise de conscience. On ne peut pas prédire ce que sera l'avenir. Là aussi, parce que comme on dit, je crois que c'est un médecin qui a dit ça, il dit la seule chose qu'on sait sur le Covid, c'est qu'on ne sait rien du tout. C'est la vérité. Les gens vont se faire vacciner. C'est ça. Or, si on a une masse critique qui se fait vacciner, si les gens commencent à faire attention, et là j'appelle beaucoup les citoyens, mais j'appelle aussi beaucoup les services de l'État. Parce que c'est des gestes, c'est la commune, c'est quand tu vas dans un guichet, c'est quand tu vois le policier, comment il se comporte, c'est tout ça aussi. Si la police porte le masque, si eux-mêmes font attention, distanciation, si quand... La vaccination est primordiale. Moi, je donne un exemple. J'ai un ami qui a été vacciné avec les 2 doses, qui a quand même contracté le Covid. Il faut faire attention. La vaccination n'empêche pas d'attraper le Covid. Par contre, c'est moindre. La finalité, s'il n'avait pas été vacciné, il ne serait plus de ce monde aujourd'hui. Donc, la vaccination, malgré... Une seconde, il y a un confrère qui m'a beaucoup déçu ces 2 dernières années depuis le Hira, qui a mis sur sa page Facebook vacciné, pour dire qu'il était vacciné. Et j'ai mis un commentaire de la couardise aussi, point d'interrogation. Parce que là, mais je ne l'ai pas publié parce que je ne veux pas me fâcher avec tout le monde. Donc je peux jusqu'à... Alors, le nouveau gouvernement, la gouvernance économique, c'est celle qui nous intéresse. D'ailleurs, c'est celle-là qu'il va traiter. Il ne peut pas faire de politique. C'est avec Ayman Ben Abdelrahman à qui on souhaite un bon rétablissement parce qu'il est touché par le Covid, le nouveau Premier ministre. Est-ce que c'est normal qu'il garde le poste de ministre des Finances? Ça veut dire quoi, ça, exactement? C'est déjà arrivé avec Bilal Abdeslam, hein? Non, je pense que... C'est pas une accusation, c'est un rappel. Hein? Non, même si c'est un rappel ou pas, l'essentiel, quelle valeur ajoutée va-t-il apporter? C'est ça ce on attend de lui en gardant le portefeuille des finances. En quoi il va pouvoir, si vous voulez... Ah, mais le problème n'est pas au milieu. Moi, je le dis ouvertement, le problème n'est pas au niveau des finances ou des banques où tout le monde se concentre, tout le monde parle depuis 50 ans des réformes bancaires, de ceci, de cela. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que l'activité économique est au ralenti. Et les principaux secteurs porteurs ou qui peuvent ne sont pas présents ou ne sont pas... La question, c'est est-ce que Ayman, qui garde son portefeuille de ministre des Finances, c'est Mais une bonne chose ou pas une bonne chose? J'ai dit que ce n'est pas une bonne chose parce qu'il n'amène aucune valeur ajoutée. Le problème n'est pas dans la gestion du portefeuille des Mais finances. si on a un ministre de l'économie, par exemple, on ne va pas rester sur finances, qui intégrerait... Bon, mais ça s'est raté déjà. C'est-à-dire comme tous les pays qui basent leur stratégie sur l'exportation et la substitution à l'import. S'il avait fait ça, on aurait dit qu'il a innové positivement. Mais là, il n'y a rien. On ramène à l'industrie un auguste et illustre inconnu qui va mettre 18 à 24 mois, s'il reste pendant 18-24 mois, parce que la durée de vie d'un ministre de l'Industrie est inférieure en moyenne à 1 an maintenant, si on prend les 25 dernières années. Donc, le temps qu'ils prennent connaissance, les choses avanceront et on retarde l'industrie. En dehors de l'industrie, si vous voulez, des pétroles ou de l'énergie, on est à 5-6% du PIB. Résultat, avec ce nouveau ministre qui va prendre son temps pour apprendre son métier de ministre de l'Industrie, il n'y aura rien. Il va freiner. Il ne va rien donner. Si au moins il avait l'intelligence de dire, bon, je réunis le CNI et je débloque tous les projets, quels qu'ils soient, qui sont bloqués depuis 2 ans. Comme l'a fait Farhat Aïtali. Il en a perdu encore une année. C'est donc plus. C'est un pic, c'était pour dire ce qu'il avait dit qu'il allait faire. Qu'il allait faire, ils n'ont rien fait. Qu'il réunisse aussi, qu'il oblige le chef du gouvernement à réunir le CPE et tous les projets d'investissement qui sont bloqués des entreprises publiques au niveau du CPE, qu'il les débloque. Il n'a aucune valeur ajoutée à amener dans l'analyse de ces projets, qu'il les libère. C'est aux entrepreneurs de corriger les dérives en cours de réalisation ou en cours de développement et c'est tout. Parce qu'on a des dizaines et des dizaines de projets au niveau central qui sont bloqués. Nonobstant les milliers. Donc, tu vois que l'apport des nouveaux ministres, je vais parler encore... Sinon, si tu veux, je vais encore parler d'un autre ministre. L'Algérie a un immense défi. Comme le monde entier, et on est tous dans le même bateau, le monde entier. C'est les énergies nouvelles. Les énergies, il faut sortir de l'énergie carbone. C'est le monde entier qui a des stratégies sur les 30 prochaines années. Nous, on enlève un ministre qui n'a rien fait.
Et on ramène encore un professeur de médecine. Je respecte le prof de médecine. Mais enfin, le dossier le plus important pour les 20 prochaines années de l'Algérie, on n'a même pas de plan stratégique sur les énergies. Sur les énergies. De la prochaine oui, je ne parle pas, ne botte pas en touche. C'est grave dans ce nouveau gouvernement. Au lieu de mettre tel, vous imaginez, et on a sorti le programme des 100 barrages. Aujourd'hui, qui on a comme tête d'œuvre? Pourtant, on a plus de possibilités que dans les années 70. Qui on a pour nous sortir ce plan stratégique avec les entrepreneurs concernés? Dans la foulée, on peut rappeler qu'on a Abdelmajid Tebboune aussi à la tête de l'État. Mais enfin, quelles que soient les circonstances, voilà un enjeu terrible pour l'Algérie. Et avec la chance inouïe que nous avons en Algérie, nous avons le soleil, nous avons les espaces, nous n'avons pas ici. Nous, on ne le dit pas ici. Moi, je m'estime responsable et que je devais le dire ici. Alors, on va déjà parler des défis qui attendent le gouvernement d'Ayman Ben Abdelrahman. Bon, là, on a parlé du défi de la débureaucratisation qui est le premier, en fait, et qui était déjà le défi du gouvernement précédent et depuis longtemps parce que tout est paralysé. Sur cette question-là, est-ce qu'on peut penser que le ministre, pour un peu titiller Reda aujourd'hui, que le ministre, il peut nous surprendre et, par exemple, débloquer depuis longtemps, que les cahiers des charges a été établi, etc. C'est triste. Oui. Parler, s'il te plaît, non, s'il te plaît, concentrer toute l'activité gouvernementale ou de l'économie sur l'importation. Non, c'est un indice. C'est un indice. C'est-à-dire que comme personne n'est arrivé à faire ce que Abdeslam Bouchouerb a fait de manière régalienne il y a quelques années pour se remplir plein les poches, je pose ma question. Est-ce que finalement on va trouver quelqu'un qui va se mouiller et dire Flan Fultan peuvent importer? Voilà. On verra. Est-ce que déjà ils étaient identifiés à l'arrivée de Gérard, hein, donc au lendemain de l'élection présidentielle. On savait très bien quel est l'ordre du jour pour le gouvernement. Vu qu'on n'a pas fait grand-chose, on a un shift, donc on a le même, ça a juste glissé, on a le même ordre du jour pour ce gouvernement-là, avec heureusement, je dirais heureusement, un cours du pétrole un peu plus élevé, donc les personnes. Je vais dire pourquoi. Parce qu'on peut avoir, c'est pas tout le temps, c'est pas forcément un technocrate qui est le meilleur ministre, c'est pas forcément un gars du secteur qui est un meilleur ministre. Donc le médecin peut faire des prouesses. Un médecin peut faire des prouesses, oui. Je ne soutiens pas. Oui. Un médecin qui dit, moi je suis médecin. Et on a eu ces cas-là dans les gouvernements algériens antérieurs. On a eu des ministres qui ont eu de la modestie. RCD, des ministres d'autres partis qui l'ont dit. Hein. Donc je ne vais pas citer trop de noms. Qui disent, écoutez, moi je suis nommé pour mon obédience politique. Mais je ne m'y connais pas. Et il fait appel aux gens pour bosser. Lui, il arbitre, il lead, il donne une vision. Donc, je ne préjuge pas de ce que vont faire les gens. Par contre, ce qui est très important, et je rejoins Reda sur ce point-là, donc ce n'est pas tellement sur la question de l'industrie, parce qu'on verra. Hein. Donc, par contre, sur les énergies renouvelables, ce n'est pas sur la personne. De donner, de ça aborder ce ministère. Ça veut dire que ce n'est pas que l'Algérie ne donne pas d'importance, c'est qu'un arbitrage a été fait. C'est ça mon interprétation. Un arbitrage a été fait de s'aborder ce ministère. Et donc l'appel d'offres des 1000 mégawatts, Il va être repris par Sonelgaz et on va avoir le même résultat qu'en 2015. Ça veut dire infructueux. non, ça c'est terrible. Ça c'est un pronostic terrible. Je voudrais revenir sur une chose. Là, on parle d'un Premier ministre qui garde... Mais est-ce que... Voilà. Non, mais l'interprétation, c'est quoi? Est-ce qu'on a finalement compris que on peut parler de solaire, d'automobile, ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est l'investissement, le doing business qui est bloqué. Est-ce que l'idée, je fais juste ma propre analyse, de dire, voilà, les blocages, ils sont identifiés, on sait d'où ils viennent. D'accord? Est-ce qu'il a gardé ce portefeuille pour vraiment dépoussiérer et opérer cette fameuse relance économique qu'on attend depuis tellement longtemps? On l'a déjà dit dans cette émission. On sait quoi faire. Je ne pense pas qu'il y a encore des propositions à faire. On sait quoi faire. Est-ce que ça va être... Parce qu'il a au moins les pouvoirs de pouvoir agir sur les finances. Maintenant, l'autre volet, je pense qu'un Premier ministre, il a un plan de charge quand même assez important. Gérer deux ministères, un Premier ministère et un ministère quand même assez important, le ministère des Finances, ça peut être lourd de charge. Est-ce que Moi, je suis plus positif que toi concernant ce lancement de cet appel d'offres de 1000 MW. Je pense qu'il va être lancé. Je pense qu'il y a une chose, c'est que la transition énergétique, je ne vais pas parler que la transition énergétique, c'est un passage
mais très important aujourd'hui. Mais encore une fois, que ce soit n'importe quel business, le solaire, l'industrie, quelle que soit l'industrie, on revient sur le problème de fond, c'est pouvoir dépoussiérer ces textes qui sont là, on dirait qu'ils sont gravés dans le marbre, c'est un truc de dingue. Pas parler, mais je vais être très rapide sur la question du cumul. Oui. Ça pose quand même, ça peut être une mesure transitoire, hein, entre parenthèses. Hein. Ça veut dire que Le temps de trouver le non profil. pas trouver le profil, etc., et qu'on peut glisser ensuite vers le ministère de l'économie. Hein. Ça, c'est pas exclu. Hein. Je laisse cette porte ouverte. Ceci étant dit, si ce n'est pas une mesure transitoire, ça va poser un gros problème d'arbitrage avec les autres ministères lourds. Ça va poser de gros problèmes. On ne peut pas être Premier ministre et ministre des Finances en même temps sur un mandat. C'est impossible. Parce qu'on déséquilibre l'attelage gouvernemental. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Oui, d'habitude, c'est le Premier ministre, enfin, c'est surtout le Président de la République, mais c'est Non, le ça veut Premier dire que ça va ministre. faire glisser les arbitrages vers la présidence. En d'autres termes, on va renvoyer la balle à la présidence. Est-ce qu'aujourd'hui, la présidence, elle est outillée pour pouvoir traiter... Donc, c'est vraiment, j'aurais souhaité qu'on ait un vrai Premier ministère qui soit en charge des arbitrages et qu'on ait un vrai ministère des Finances ou un vrai ministère de l'économie. Et c'est le Premier ministre de la relance économique. Plutôt. Attendons de voir. Entendons de voir. Alors, on a évoqué les défis. Il y a un défi de tension sociale très fort qui est en train de se confirmer de semaine en semaine. Et là, on ne va pas dire, là, en dépit de... Parce que il y a le chômage et il y a une vraie inquiétude. Est-ce que vous placeriez ce challenge parmi les tout premiers pour le nouveau gouvernement? Bien sûr, le gouvernement, il y a toute une population du Sud qu'on a ramenée. Moi, j'ai vu le progrès économique et social et infrastructurel qu'il y a dans le Sud. Toutes les villes du Sud sont reliées au goudron. Toutes les villes du Sud ont la fibre optique, l'électricité, tout, l'eau, les écoles, les universités. Il y a de tout aujourd'hui. Et sur le plan économique, à part quelques développements, si tu veux, dans l'agriculture, et même les gens du Sud n'en tirent pas grand profit, à part dans les grandes, comme Biskra, ou si tu veux, Ouargla, Tougourt et El Oued, mais ailleurs, on ne voit pas la chose. Or, que fait le gouvernement? Est-ce qu'il crée des emplois dans le Sud? Il ne les crée pas. Est-ce qu'il a un potentiel pour créer des emplois dans le Sud? Il a un immense potentiel. Les économistes, tous les spécialistes disent que le solaire photovoltaïque, c'est un minimum 1 million d'emplois. Ils le disent, moi je n'ai pas pu rentrer dans le détail. Mais voilà un gisement d'emplois que je développe au nord du désert et au sud des hauts plateaux. Et je lance déjà un plan stratégique pour le solaire photovoltaïque. Je prévois, parce que je n'ai pas de problème d'espace. Donc je peux mobiliser des plateformes de 4 000 à 6 000 hectares dans le Grand Sud et une centaine de plateformes du pays. Il n'y a pas d'imagination au sein de ce gouvernement. On est face à un problème de ces jeunes. Et même dans les hydrocarbures, la Chine et les États-Unis exploitent allègrement le pétrole et le gaz de schiste. Or, le pétrole et le gaz de schiste permet, si tu veux, parce que pour la même quantité, il faut forer 3-4 puits différents. Ça veut dire que je peux démultiplier les emplois aussi dans les hydrocarbures dans le Sud. Alors pourquoi je fais la vierge effarouchée, je ne développe pas ça? Et j'ai des jeunes qui sont là. L'université de Ouargla ou de Biskra ou d'El Oued ou de Béchar sont en train de former des spécialistes aussi dans les hydrocarbures comme dans le solaire. Donc je mets ces jeunes au travail. Pourquoi on ne fait pas preuve d'imagination? Pourquoi on ne met pas des feuilles de route professionnelles basées sur la compétence? Le Sud, la problématique du Sud. Oui, il y a deux. Moi, je pense que la problématique, il y a deux. Il n'y a pas. D'accord. Premier aspect, c'est que c'est une bombe à retardement. Parce que là, les effets dominos, si tu veux, de cette problématique-là, sur Sonatrach, sur les activités pétrolières, sur les problèmes aussi géopolitiques. Hein. Il ne faut pas non plus perdre de vue un certain nombre de problèmes, de version politique de la chose qui comportent des risques aussi pour le pays. Je crois que le gouvernement a trop traîné à prendre sérieusement cette affaire-là. Chaque fois que ça se calme, ils ont tendance à zapper le sujet. C'est des cycles de 4-5 ans maintenant qu'on voit qui vont avoir tendance à se rapprocher. Les choses qui étaient promises sur la dernière crise du Sud, donc 2014-2015, si je ne me souviens pas, voilà, on a oublié beaucoup de promesses.
Donc il faut se remuer, quoi. Je crois que l'élément essentiel, c'est l'élément facteur. C'est ce qu'on appelle les facteurs. Les facteurs, c'est quoi? C'est la formation professionnelle. Il faut qualifier les gens. C'est l'accès à l'emploi, c'est-à-dire quand on dit c'est l'employabilité des gens. Donc, parce que formation professionnelle, après tu me dis, moi je t'ai fait une université de droit, je respecte les juristes et tout ça, mais on en a beaucoup en Algérie, ils sont au chômage. Donc arrêtons de former des juristes, arrêtons de former des littéraires. Il faut avoir des littéraires, mais arrêtons de former des littéraires, on en a suffisamment actuellement. Il faut aller sur des métiers qui permettent aux gens d'être employables. Le troisième élément des facteurs, c'est tout ce qui est aménagement agricole. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une des pistes qui est erronée, c'est ces histoires de grande culture saharienne. C'est une piste, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, hein, attention, mais focaliser sur une approche grande culture est une erreur. On peut avoir de grands ensembles agricoles, mais constitués de petites exploitations en synergie, c'est-à-dire dans des modes coopératifs, inclusifs, etc., pour pouvoir employer les gens. Parce que les grandes exploitations hyper-mécanisées, ça ne crée pas d'emploi. Est-ce que le Sud était sous-encadré? Parce qu'on n'a pas encore dit un mot sur la réforme administrative. J'arrive sur le deuxième point. 10 wilayas de plus. Oui, moi je suis pour qu'on aille jusqu'à 80 wilayas, je l'ai déjà dit, c'est pas ça le problème. L'Algérie a besoin, nous sommes sous-encadrés d'une manière générale. Donc le problème est sous-administré. Non, le problème aujourd'hui, il n'est pas dans le nombre de wilayas, le nombre de communes. Moi je vois l'Algérie à 30 000 communes, c'est pas ça le sujet. Mais je vois que aujourd'hui, le mode de gouvernance a atteint ses limites. On ne peut plus continuer à gérer ce pays avec ce mécanisme de wali, baron, petit féodal de quartier qui vient faire la pluie le beau temps chez les gens. Je rappelle que tu es favorable, vous êtes tous les deux favorables à la suppression, C'est la à la limite fonction de la fonction de wali. C'est la limite de l'exercice. Aujourd'hui, on a atteint le mur sur le modèle de gouvernance locale. Le développement local ne peut plus se faire, j'allais dire à la jacobine, mais je ne suis pas contre les jacobins, au fond, hein, idéologiquement. Mais ce modèle de délégation du centre qui va vers les gens pour leur dire faites ceci, ne faites pas cela. Un dictateur local. Ça ne marche plus. Prend un dictateur Ça peut local plus qui marcher. soigne sa carrière. Donc il faut repenser le développement local. Il faut repenser le développement local pour que justement on arrête de faire des pompiers comme hier où un wali convoque les notables, entre guillemets, dans son bureau et il descend même C'est pas lui qui va. Franchement, arrêtons. Non, s'il te plaît. On revient sur le même problème Ihsan. de libérer l'investissement, que ce Oui. soit dans le nord ou dans le sud ou dans l'est. Ça, c'est une chose qui est claire. Peut-être que dans le Sud, il y a quand même une urgence. Oui, oui, bien sûr qu'il y a une urgence. Parce que le capital Absolument. ne vient pas naturellement au Sud. Oui, mais si on avait libéré le doing business, parce que vous savez, partout dans le monde, il y a des régions qu'on favorise plus ou moins, donnons plus de D'incitation. d'incitation, merci, d'incitation dans le sud. Et pourquoi pas? Il y a une grosse valeur ajoutée qui peut venir à partir du sud. Il y a un know-how qui peut venir du sud aussi. Je voulais revenir quand même par rapport au solaire. Moi, je suis beaucoup plus optimiste sur le solaire. Le solaire, c'est pas un produit technique, c'est un produit financier. C'est pas technique. Il n'y a pas de valeur technique très importante à aller chercher. La technique est là, existe, elle est assez simple aujourd'hui. Mais c'est un produit financier, le solaire. Et moi, je suis assez optimiste sur en tout cas sur ce fameux 1000 mégawatts. Oui, je pense que cet appel d'offres, cette fameuse appel d'offres va finir réellement par sortir. Je suis assez optimiste par rapport à ça. Il y a une chose aussi dans le On Sud finit qu'on sur le n'a sujet pas, avec Ella. on n'a pas pris en compte aussi. L'agriculture, l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau pour des siècles. Et on peut exploiter la nappe. Aujourd'hui, on sait qu'elle est renouvelable, on sait qu'elle se renouvelle naturellement par les précipitations et tout. Donc, on peut prendre 5, 10 milliards de mètres cubes d'eau et on en a pour des siècles. Pourquoi on ne développe pas l'agriculture intensive? Pourquoi on ne construit pas 2 ou 3 usines dans le sud pour fabriquer les serre-chapelles? Les serre-chapelles permettent, si tu veux, de l'agriculture intensive, une employabilité très intense, beaucoup de main-d'œuvre, plutôt que ces grandes cultures où tout est mécanisé. Mais on peut développer des milliers d'hectares de serre-chapelles dans le sud. Même Cévital avait un projet de ce genre. Beaucoup de gens ont des projets, il y a des projets dans le sud. Alors, et ça permet à cette main-d'œuvre d'être employée. Il faut que tout le, si tu veux, tout le circuit industriel soit occupé et on peut le faire dans le sud. Ça ne demande pas de grands capitaux. Donc, il y a beaucoup de choses, mais comme on le dit avec Ali, ce n'est pas avec les dictateurs locaux. Mais comme on le dit, avec Ali, ça ne se fera pas, quoi. Non, c'est pas lui qui est au gouvernement. c'est pas le problème. Non, tant qu'on met ces petits dictateurs locaux que sont les walis,
Nous n'irons pas Bon. loin. Nous n'irons Il y a- pas il y a loin. des gens qui Il nous font des faut qu'il y ait, reproches. Il y a- il faut qu'il y ait, si tu veux, Reda. un responsable local, responsable devant une Je assemblée me permets locale. d'intervenir ici parce que Merci. sur les chats de YouTube, il y a beaucoup de commentaires de gens qui ne connaissent pas toujours le Café des Experts Éco et qui nous font le reproche de mettre de côté le fait que la gouvernance politique au sommet de l'État, la vision, etc., c'est ça le problème et qu'on n'en parle pas et on a tendance donc à s'arrêter au LI, à s'arrêter au doing business et qui pourrait être l'impulsion d'un ministre ou d'un groupe de ministres, peut-être du Premier ministre, et donc d'occulter la partie politique. Évidemment, et ça n'a pas la peine de le répéter tout le temps, c'est l'impulsion politique dans la vision, etc., qui détermine tout cela, mais on ne peut pas, dans une émission d'économie, le rappeler à chaque fois et tout le temps pour alléger, Après, c'est les ingrédients du voilà, politique. pour alléger un peu du préjudice des potentats locaux qui est réel, mais qui s'insère dans un tout. Jay-Z à nouveau à vendre. Messieurs, pourquoi le marché de la téléphonie mobile et d'Internet, parce qu'aujourd'hui on ne parle plus de téléphonie mobile, on parle plus d'Internet, pourquoi le marché algérien est-il devenu répulsif, puisque les Russes qui ont acheté en 2014 veulent partir et céder leurs 49% dans la chaîne. Qu'est-ce qu'ils sont plus russes entre-temps? Vinpelcom, oui. Veon. Alors, Véon. enfin, moi, je les vois pas du tout. Ils sont pas à plaindre, les opérateurs téléphoniques en Algérie. Donc, je vois pas pourquoi ils seraient répulsifs. Ça, c'est clair. Le marché algérien. Le marché algérien n'est pas. Je pense qu'ils gagnent énormément d'argent en Algérie aujourd'hui. Sinon, ils seraient pas là. Enfin, les comptes sont transparents. Hein. Ooredoo gagne beaucoup d'argent. Voilà. Et Ooredoo, mais il n'y a pas qu'Ooredoo qui gagne de l'argent. Et je pense qu'ils gagnent tous de l'argent là-dessus. Et en tout cas, les perspectives de développement de la téléphonie avec l'arrivée de la 5G, je pense qu'il y a encore de la marge. Alors, je repose ma question. Pourquoi, quand on est détenteur de 49% de Jay-Z en Algérie, en l'occurrence de Veon, pourquoi on ne s'adressait pas et quitter? Bon, l'explication, c'est se reconcentrer sur ces marchés traditionnels pour les développer. Mais bon, Vous savez, je pense qu'il y a un arbitrage qui a dû être fait. Et puis, ils ont choisi un endroit où il y a plus de rentabilité, où sur leur stratégie de développement. À la rigueur, je suis tenté de dire, c'est leur problème. Ils veulent quitter l'Algérie. alors, est-ce qu'il n'y a pas, je te pose la question, tu vas pouvoir répondre, est-ce qu'il n'y a pas une anticipation sur, alors, dans les plans de Veon, j'imagine qu'à un moment donné, ils ont peut-être envisagé de quitter l'Algérie, mais peut-être un peu plus tard. Et Nour Dahi, professeur Nour Dahi, nous suggérait l'explication. Ça s'est accéléré parce qu'il va y avoir une baisse de la valeur du dinar qui fait que la transaction, si elle devait se faire dans 2 ans, ils ont tiré beaucoup moins de devises à l'achat, à la vente. Oui, ce qu'on disait, donc, c'est que la presse internationale s'est fait l'écho de la volonté de réorienter ou de recentrer la stratégie de Veon sur ses activités en Asie. Donc, ce n'est pas la faute des Algériens, je dirais. Hein. Donc, ce n'est pas un problème interne, c'est un problème de stratégie globale. On n'est plus dans la direction stratégique pour Veon. On peut imaginer quand même que quand un investisseur comme Veon quitte, un opérateur comme Veon quitte l'Algérie, il va vouloir empocher, vendre plus cher, une plus-value. Et donc la question que je vous pose, messieurs, 2,6 milliards de dollars avec des poussières au-delà, pour que le FNI, le Fonds national d'investissement, rachète 51% de Jay-Z en 2014. Combien il faudrait débourser aujourd'hui pour récupérer l'autre moitié? C'est un autre sujet, attention. Hein. Parce que ça peut ne pas se faire si on ne se met pas d'accord sur le prix. Évidemment. Ça peut ne pas se faire. Non, ça se fera toujours. Ça se fera, mais quelles que soient les circonstances, puisque ce principal investisseur décide de se retirer. Il va se débrouiller pour trouver des repreneurs. Il va négocier d'ailleurs. Je crois que Jay-Z a un droit de préemption, c'est ça, c'est la règle quand on est dans un montage de ce type. Et je ne vois pas le Fonds national des investissements aller sortir 2 milliards de dollars aujourd'hui. Il a d'autres choses à faire. Non, il y aura des acheteurs. Il est fort possible que l'on va botter en touche, on va dire, à la bourse d'Alger de se réveiller un peu et d'ouvrir, si tu veux, la vente de ces actions étrangères sur la bourse locale. Est-ce que c'est faisable? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a des investisseurs locaux qui sont pour ramasser un peu soit l'argent de l'informel, soit l'argent des investisseurs institutionnels? Il se peut aussi que cet investisseur étranger va ramener un autre étranger.
Mais je ne vois pas, On moi. passe par la case droit de préemption. Il n'y a pas de C'est ça. préemption. Non, 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 non. Non, Je non, suis il doit y désolé. avoir un Non, droit il de n'y a pas. préemption. Si. On a déjà le Il y a- 51. Oui, regarde, on a déjà excuse-moi. le 51. Il y a, d'abord, on a le 51, déjà le 51. et deuxièmement, il y a une obligation de rachat par la partie algérienne. C'est un suicide qu'on a fait en achetant cette boîte. C'est Ajma. ça, C'est dans le contrat. Oui, Dans le rachat. c'est pour ça qu'on n'est pas dans une clause de préemption là. Si ça se trouve, il y a aussi une clause qui définit un prix minimal, un Non, il prix n'y a pas. plancher. Mais on a une obligation de rachat, c'est mortel. Il y a une obligation. C'est une de clause rachat. mortelle. Il y a une obligation de rachat. Mais moi, je dirais, je mettrais un titre à cette opération, je l'appellerais Soyons courageux. Soyons courageux. Ben, on a une opportunité peut-être d'ouvrir le capital aux capitaux d'investisseurs algériens. Et faisons d'une pierre deux coups. On a parlé beaucoup d'argent qui est dans l'informel. Ben, soyons courageux. Faisons une dépénalisation, une amnistie fiscale et permettons aux investisseurs algériens de pouvoir rentrer dans ce genre d'opération qui jusqu'à aujourd'hui a été réservé beaucoup à des opérateurs étrangers. Parce que la téléphonie, je le redis encore, c'est un marché qui est très porteur, qui est très rentable et qui rapporte beaucoup. La preuve, tout le monde se bat pour pouvoir avoir des licences ici en Nassim Algérie. Delibey, par contre, la téléphonie, ce n'est pas qu'une valeur financière, c'est aussi une valeur technologique, notamment avec le déploiement de la 5G. Et donc, on ne peut pas rester entre investisseurs qui veulent Alors, passer non, l'argent. on Il peut faut- avoir- Il faut un opérateur technologique. On peut avoir à 20% ou un contrat d'assistance technologique, un partenariat technologique, sans tout autant donner 49% du capital. Non, aujourd'hui, les trois Ces opérations qu'on pourrait tout à fait, Non, les qui trois pourraient être tout à fait opérateurs envisageables. actuellement sur la place d'Alger gagnent de l'argent. Il y a plus de 40 millions d'abonnés. Et aujourd'hui, la tendance, il y a plus d'abonnés à la 3G, la 4G, que de nombre d'habitants. Parce qu'il y a beaucoup de structures qui ont 2-3 numéros différents. Donc, le marché existe. Les trois gagnent de l'argent. Trois entreprises, les trois détenteurs de licences en Algérie font des bénéfices et de gros bénéfices, de gros rendements. Donc, trouver un remplaçant à cet investisseur russe, je ne pense pas que ça va être difficile. C'est quand même une mauvaise nouvelle ce qui est arrivé parce que on avait quand même, c'est du désinvestissement, c'est un Oui, acteur oui. qui cote l'Algérie. Est-ce que Veon exportait autant de dividendes que Sawiris de la belle époque de Jay-Z? Non. Mais pourquoi on dirait que c'est une mauvaise nouvelle? Mais le business, le business, il tourne. Il n'est pas fixe, il bouge. Le business est évolutif. Moi, je dis encore une fois, profitons, c'est une opportunité. On peut transformer ça en opportunité. Le marché de la téléphonie, quand je dis la téléphonie, c'est la data en vérité. Oui. Et puis il y a l'avenir de la 5G qui arrive. Ben, laissons ces dividendes, laissons ce genre d'opérations aux opérateurs économiques algériens en profiter. Pour une fois. Mais osons y aller dans ce sens-là. Il y a un montage intelligent qu'on peut faire. On peut rappeler juste pour les amis auditeurs qu'il y avait déjà un opérateur algérien, Cevital, qui avait 3,4% du capital de Cevital. Et au moment de l'entrée de la transaction qui s'est opérée, il a pris des parts à l'étranger. Il a fait un swap avec Veon. Et donc, il a cédé sa part minoritaire en Algérie. Il n'est plus dans le tour de table. D'accord. Bon, aujourd'hui, il faut redistribuer les cartes. On a l'occasion de pouvoir redistribuer les cartes sur ce genre d'opération. Il faut oser, il faut y aller. Tu as dit qu'il faut un opérateur, il faut un opérateur technique. Faisons un contrat d'assistance technique, ouvrons 10-15%. Il y a un montage à faire. Et je vous dis une chose, moi j'aurais voulu qu'on utilise cette opération, encore une fois, je vais peut-être en train de me répéter, pour faire peut-être venir l'argent de l'informel dans l'économie algérienne. Je pense qu'il faut oser profiter de cette opération-là. Moi je la vois... Via la bourse, comme le propose Nour Bedahi. La bourse, on peut monter des SPE qui veulent rentrer en partenariat. Il y a plusieurs schémas qu'on pourrait monter. La bourse, pourquoi pas, mais pas que. Pas que, il faut être imaginatif. Il faut juste rappeler quand même qu'on parle d'une très grosse opération, 2,6. Oui, c'est une grosse opération. Qu'est-ce que c'est que 2,6 milliards de dollars par rapport aux 50-60 milliards de dollars qu'il y a sur le marché de la formelle? C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Mais ça ne veut pas dire que sur une opération, on peut dégager déjà 10% de ce qu'il y a sur la formelle. C'est qu'il y a sur énorme. la formelle. Mais sur des grands Je dis montants, pas, là. mais C'est pas ouvrons, évident. mais Attends. tentons, osons, On est on va entièrement voir quel d'accord. feedback on va Mais, recevoir. regarde, quels sont les facteurs critiques ici, c'est-à-dire les facteurs clés de succès. Un facteur clé de succès, si on veut vraiment s'orienter vers le capital national, formel, informel, etc., la diaspora, tout ça, Voilà. tout le monde, c'est qu'il faut aussi réduire la part du FNI dans l'affaire. Les gens ne viendront pas avec une gouvernance publique. J'ai dit osons. Voilà, allons J'ai jusqu'au dit bout. osons. Réduisons la part du FNI aussi. Alors, bourse ou montage private, c'est-à-dire
une combinaison, donc un montage private un peu plus consistant, qui pas forcément de la bourse, mais la meilleure formule serait la bourse à mon avis. Un facteur où on saurait si on est encore attractif ou pas, c'est est-ce qu'on aura un nouveau opérateur technique, même à 5 ou à 10%, qui vient en actionnaire et pas en prestataire de service. Ça, c'était une différence importante entre le fait que tu l'impliques dans le capital et tu le payes pour qu'il te fasse sa prestation. On peut donner un signal. On n'a pas d'exemple de ce type actuellement où les opérateurs techniques, les détenteurs de la technologie, qu'ils soient occidentaux ou chinois, investissent dans les opérateurs. Ils sont là pour harceler commercialement les opérateurs, pour leur offrir leurs produits et leurs services. Et on peut se passer de ça. Le problème, c'est est-ce que nous avons les moyens d'introduire ça rapidement en bourse? Est-ce qu'on peut, si tu veux, et je suis d'accord avec toi, est-ce qu'on peut, si tu veux, faire en sorte que le FNI vende sur la bourse lui aussi une part de ses actions qui ne soit pas pris majoritaire? Parce que la dernière action qu'il a faite parce que j'ai discuté à l'époque avec le DG du FNI, Haddad. Quelle chance! On n'a jamais réussi à lui parler. C'est un ami, et on a d'autres relations. Non, mais à l'époque, il a subi des injonctions. Il a subi des injonctions pour acheter à un tel prix alors qu'il pouvait attendre. Avec cette cloche, je ne connaissais pas, cette obligation de vendre les 49 à l'époque, il pouvait attendre que l'action, que la licence se termine et obtenir un meilleur prix. Donc, il y a eu une affaire assez anormale. Donc, ça, c'est Anguille sous roche dans le rachat des actions de Sawiris. Donc là, c'est une affaire d'Al-Isaba. D'ailleurs, qui est en arbitrage toujours avec ça. Bien sûr. Donc, mais ce qu'il faut savoir, si le FNI actuel puisse descendre en dessous de 50% d'une part et ouvrir à la bourse. Mais je suis certain qu'il y a d'autres investisseurs étrangers qui vont venir racheter les parts du russe dans Jay-Z. Oui. Alors, oui, bien sûr qu'il peut y avoir des opérateurs étrangers qui veulent racheter. On a des droits de préemption. Donnons des droits de préemption d'abord aux investisseurs algériens. D'abord, on va donner un signal. On a besoin de donner des signaux très forts aujourd'hui sur l'Algérie en termes d'investissement. On veut attirer des IDE. On veut que les gens viennent investir chez nous. Montrons déjà que nous-mêmes sommes des gens prêts à investir déjà dans notre domaine. Et là, on parle d'un secteur, d'une rentabilité incroyable. Pourquoi le laisser? Donnez-moi d'abord le droit d'option de dire non avant de le donner à un étranger. Alors, le papier Jay-Z est, on va dire, en décembre 2021 à la bourse d'Alger. Messieurs, est-ce que vous achetez ou vous n'achetez pas? Moi, j'achète. Moi, j'achète pas. Moi, j'achète. Voilà, donc déjà... Non, le FNI majoritaire, je n'achète pas. Parce que cette clause c'est moi qui en ai parlé. Je ne suis pas à l'abri d'une mauvaise surprise. J'achèterai pas d'action de PE. Non. Ça reste encore une EPE. C'est une EPE. D'accord. Mais en plus, il va obéir à des injonctions qui n'ont rien à voir avec la réalité économique. On a bien compris, voilà. Ça, c'est un conseil. Vous avez une idée un peu des investisseurs étrangers qui ont investi dans ce domaine, l'argent qu'ils ont gagné? Mais attendez, bien sûr j'achète sans aucun doute. Même avec ce que vous voulez, j'achète. D'accord, parce que c'est rentable. Mais bien sûr c'est rentable. D'accord. Maintenant, disons encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit. Rendez-vous au mois de décembre à la Bourse d'Alger pour acheter du papier Jay-Z et la relance de la Bourse d'Alger à cette occasion. C'est la préconisation de ce café des experts éco. Merci d'avoir été avec nous et merci pour votre patience pour avoir surmonté ce problème technique qui s'est posé en milieu d'émission. À très bientôt, à dans 15 jours. Merci. À Takim Sahar. Merci.